Hello tout le monde. Chers Florengeoises, chers Florengeois, aujourd'hui il y a un petit compteur qui est ici mis en place pour savoir à peu près le nombre de personnes. J'ai cru comprendre qu'on était autour de 220 personnes ce soir. Donc je me satisfais, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement applaudir. Je me satisfais aujourd'hui qu'il y ait toutes ces personnes qui soient présentes ce soir en salle Aubépine dans le cadre de cette concertation officielle. Messieurs les garants, vous étiez largement représentés, vous étiez présents lors d'une réunion qui ne faisait pas partie de cette concertation, une réunion organisée en mairie en avril dernier, je crois, il me semble, en avril 2022. Il y avait déjà pas loin de 200 Florengeois qui étaient venus pour faire valoir leurs opinions. Il y avait déjà 200 Florengeois qui étaient venus pour faire valoir leurs oppositions. Il y avait 200 Florengeois qui étaient venus pour poser des questions. Et bien évidemment, le maire que je suis a essayé de donner ou de répondre à toutes les questions dans la limite de notre capacité à le faire. Et je me réjouis aujourd'hui que les Florengeois sont au rendez-vous et que vous êtes toutes et tous au rendez-vous aujourd'hui pour poser vos questions au maître d'ouvrage de cette autoroute, la 31 bis, puisque monsieur le préfet, aujourd'hui c'est bien l'État qui est maître d'ouvrage dans le cadre de ce projet d'autoroute. Et je crois que c'est un moment important pour pouvoir poser toutes les questions techniques, pour faire valoir toutes les oppositions, mais également pour faire valoir toutes les difficultés que fait vivre aujourd'hui la longueur de cette... la durée et le délai que prend la mise en place de ce projet autoroutier, toutes les contraintes du quotidien qu'elle peut faire peser sur les Florengeoises et les Florengeois, parce qu'il ne faut pas attendre que l'autoroute se construise pour voir que chacun en pâtit. Et je crois que les Florengeoises et les Florengeois peuvent témoigner aujourd'hui de ce qui se passe depuis que l'on parle, et depuis si longtemps, de ce projet autoroutier. Donc je terminerai en disant, mesdames, messieurs, c'est le moment. L'État est là, monsieur le préfet est là, monsieur le sous-préfet est là, l'autorité maître d'ouvrage est là pour vous entendre. Bonne soirée à tous. Merci, merci monsieur le maire. Je passe maintenant la parole à monsieur le préfet. Pour
pour répondre à cette question sur l'utilité publique du projet, il faut revenir et regarder le projet d'ensemble, A31 bis, il s'agit finalement d'une grande remise à niveau de l'infrastructure autoroutière entre le sud de Nancy et la frontière luxembourgeoise. Une grande remise à niveau, ça veut dire l'adaptation de l'infrastructure autoroutière au trafic actuel et futur, et notamment quand l'autoroute est aujourd'hui saturée, son élargissement à 2 fois 3 voies. La mise à niveau, c'est aussi celle environnementale, c'est-à-dire l'adaptation d'une infrastructure construite dans les années 60 ou 70 aux normes environnementales en vigueur aujourd'hui, notamment sur l'eau, la collecte de l'eau, le traitement des eaux, sur le rétablissement des continuités écologiques. Et c'est enfin la mise aux normes en termes de sécurité pour les usagers, mais aussi pour le personnel exploitant qui maintient cette autoroute. Et cette remise à niveau, et notamment l'élargissement, il n'est pas possible dans le contournement de Thionville. Il n'est pas possible dans la traversée aujourd'hui de Thionville. À la fois parce qu'il aggraverait la gêne sur la zone urbaine, à la fois parce qu'il a été conçu avec les caractéristiques d'une voie structurante d'agglomération, avec un échangeur tous les kilomètres, et pas pour une autoroute de transit. Et enfin, car il est impossible et non garanti de pouvoir aménager l'échangeur de Bourgard sous circulation, il n'est pas possible d'élargir le viaduc, et donc un élargissement, une reconstruction nécessiterait plusieurs mois, plusieurs années de travaux avec la coupure de la circulation. Et enfin, c'est important de le dire aussi, l'élargissement prévu sur le secteur nord entre Thionville et la frontière luxembourgeoise, il est non justifié ou difficile à faire en l'absence de ce contournement, voire impossible, car l'élargissement sans le contournement aggraverait de manière très importante les conditions de circulation dans la traversée de Thionville et au nord, avec la création de goulots d'étranglement et la non-adaptation de ce contournement au trafic futur. Et donc ce contournement, il a donc bien une utilité publique. Il y a des fuseaux que vous connaissez et dont on va parler juste après, le F5 avec 2 variantes, le F4 et le F10. Il y a plusieurs autres objectifs que cette grande remise à niveau. L'objectif de capter le trafic de transit, c'est-à-dire le trafic qui ne s'arrête pas ou ne part pas du territoire. Il a aussi pour possibilité de décharger le réseau local de ce territoire, notamment dans les villes de Florange, d'Hayange, de Terreville, en desservant d'autres zones et en permettant à d'autres zones d'habitation de pouvoir être desservies par l'autoroute. Et forcément, c'est important, et c'est au cœur de nos travaux, de minimiser l'impact sur l'environnement humain et naturel de cet aménagement. Et donc les variantes qui sont au cœur de l'exposé ensuite sont le fruit, mais vous le savez très bien, d'un long processus historique de choix, de comparaison, qui aboutissent depuis le début de l'année, et donc pour cette concertation, à ce choix beaucoup plus restreint, parce que ce sont sans doute aujourd'hui celles qui ont été considérées comme les plus pertinentes. Un point avant de poursuivre sur le projet général, même si on parlera surtout du contournement ce soir, et parce que M. le Garant l'a aussi demandé. Le projet, donc, c'est 3 principes sur le secteur nord entre Richemont et la frontière luxembourgeoise. C'est d'abord donc l'élargissement de l'A31 entre l'ouest de Thionville, au niveau d'Élange, et la frontière, à 2 fois 3 voies, avec en plus, sur le côté, ou en rive, comme on dit, d'une voie réservée au transport en commun, aménagée sur la bande d'arrêt d'urgence, qui sera donc renforcée et plus large. Avant cela, c'est donc la création du contournement, avec ses 4 variantes, et le 3e principe, afin de mobiliser les financements pour le projet, afin aussi de pouvoir les mobiliser rapidement, c'est la mise en concession de ce secteur, et donc la création d'un péage. Voilà pour l'exposé, le préambule et l'introduction de cette présentation, de cet exposé. Ensuite, l'échangeur de Sainte-Agathe, donc l'embranchement entre A31 bis et A31 dans le futur, parce que nous sommes en milieu encore plus contraint, nous sommes dans la forêt, Lord Perrin en parlera juste après moi, ne permet pas non plus, encore moins, la desserte du réseau local et juste réaménagé en nœud autoroutier entre l'A31 bis et l'A31.
je vous montre aussi le concept, le plan de la bifurcation. Voilà. Je vais d'abord poser ma question, puis ensuite je vous dirai pourquoi les éléments qu'il me faut arriver à ça. Je voulais savoir sur quel bouton il fallait presser pour annuler l'ensemble du projet et supprimer les 4 variantes. Au XXe siècle, ce projet, il était inepte. Ce projet date 31 bis, il n'avait déjà pas beaucoup de sens. Mais au XXIe siècle, on se rapproche franchement de l'écocide. Et tout ce que vous venez de nous montrer là, c'est vraiment impossible, juste insupportable. C'est le contraire de tout ce que les différentes COP de ces dernières années, celle qui se passe en ce moment sur la biodiversité au Canada, je crois, et celle qui s'est passée il y a quelque temps sur un autre registre plutôt climatique au Caire, en tout cas en Égypte. Tous les propos de tous les gouvernements, et du gouvernement français en particulier, ils nous disent que le projet A31 bis, qui n'est par ailleurs qu'un projet autoroutier, on nous fait croire que c'est multimodal, mais le multimodal, c'est juste comme ça, un alibi, même pas artistique, hein, c'est juste un alibi. Les actions en matière ferroviaire, entre autres, ils se réaliseront quelle que soit l'existence ou pas du projet A31 bis, donc ça va exister, donc c'est vaguement un alibi. Mais c'est pas un projet multimodal, c'est un projet autoroutier. Et on sait que c'est le contraire de tout ce qu'on doit faire au XXIe siècle. On le sait tous, et je pense que c'est important de se le dire dans ces termes-là. Donc, à partir de là, donc comment on fait pour arrêter ce projet et sérieusement travailler sur un vrai projet de multimodalité sur ce territoire. On a besoin de multimodalité. On n'a pas besoin simplement de quelques wagons ou trains supplémentaires pour aller au Luxembourg, même si c'est essentiel et important. Plus de 20 000 passagers, c'est toujours mieux que 7 000, on en est d'accord, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut inverser les chiffres. C'est pas 20 000 personnes dans le train, c'est 20 000 personnes éventuellement sur la route, et les autres dans le train ou dans d'autres modalités. Une modalité, et je pense, et après je laisserai à d'autres la parole, c'est le télétravail. Ça me semble aussi quelque chose qui ne coûte pas forcément immensément cher, qui réclame un accord entre deux États, mais qui est essentiel. Ça veut dire que un jour de travail par semaine, un jour de télétravail par semaine pour les travailleurs frontaliers, ce qui n'est pas énorme, et ça permet de supprimer 20 000 voitures sur l'autoroute si on a une répartition correcte de ce télétravail sur la semaine. Donc voilà, on a des solutions, avançons vers ces solutions. Merci. Alors, vous me connaissez presque tous, je suis Madame Manzin, présidente de l'association P, qui se bat depuis 7 ans contre cette ignominie. Alors, quel que soit le tracé, de toute façon, la ville n'en a pas besoin, d'une part, des travaux qui vont durer pendant des années et vont bloquer les 6 artères principales de la ville. Florence va devenir une ville à rodéo urbaine, n'est-ce pas? Donc nous devons nous battre tous ensemble. La mobilité alternative se met en place en ce moment même. Même le Luxembourg, il a commencé à le faire. Il y a de la place. Mais attention, là où ça bouchonne, c'est à Canfin. Eh ben, le Luxembourg est en train d'y remédier. Alors pourquoi on aurait besoin d'une autoroute? Moi je dirais que ça fait des décennies qu'on nous parle de différents projets comme la VR52, l'A32, l'A31 bis. Des décennies que le tracé F4 là-bas est congelé et gelé par l'État, carrément. Donc là, ce que je demande moi ce soir, c'est est-ce que nous, Florangeois, nous avons le droit de vous demander, là, tous ensemble, est-ce qu'on va abandonner ce tracé, ou ces tracés, est-ce qu'on va abandonner tout simplement ce projet et nous foutre enfin la paix? Merde! Merci madame. On va prendre la question dans le sens de changer de côté de ça. Je suis contre le tracé F5. Comme l'a dit M. Bouzig lors de la visite exploratrice, nos vies vont être rasées.
Ce que l'on a appris aussi samedi, c'est que contrairement à la présentation tronquée du projet initial, il ne va pas y avoir 10 maisons de l'impasse de Nancy de rasées. Il y aura aussi une partie de la rue Jean Jaurès de rasée, les immeubles des Marquises rasés, le coiffeur Angela rasé, la boulangerie, l'auto-école rasé, le snack rasé, une partie de la rue de Longwy et de Verdun rasée. Oui, c'est des gens rasés, des familles rasées, une vie de quartier rasée. Rien que d'y penser, je suis en colère. Notre vie est l'arrêt depuis que l'on connaît ce projet tombé du ciel. Merci, monsieur le maire de Florence, pour ce propos. Dans ce terme rasé, on voit le peu de considération qu'a la DREAL et plus généralement l'État pour les personnes qui vont être rasées. Mais malheureusement, je suis obligée de réintervenir encore une fois. J'avais l'intention de laisser la parole, mais non. Ben, en fait, on n'a pas appris les leçons de la dernière fois. C'est-à-dire, en fait, avant tout, je vais vous dire merci, finalement. Finalement, merci la DREAL, parce que grâce à vous, j'ai trouvé un cadeau pour mes enfants à Noël. Je vais leur offrir le livre de la concertation. Parce que c'est une belle histoire, finalement. On ne raconte que ce qu'on veut dire, c'est très édulcoré. Vous évitez, et je vous l'avais dit déjà la dernière fois, je vous avais demandé, on en a reparlé lors de la visite, dites vraiment aux gens, c'est une concertation volontaire, dites vraiment aux gens ce que vous allez faire. Vous ne le dites pas. Vous ne dites pas que vous allez raser les maisons, comme a dit mon collègue, vous ne dites pas que vous allez raser la forêt, vous dites que ça va permettre le désengorgement de l'autoroute, mais vous ne dites pas qu'en créant une 2x3 voies, et puis ensuite repartir en 2x2 voies, vous allez de nouveau faire retomber les gens dans les bouchons. Vous ne dites pas que vous allez raqueter les gens avec le péage, 8 €. En fait, c'est ça, vous édulcorez la version pour faire passer la pilule. Et vous parlez un petit peu du modal, allez, comme ça fait plaisir à tout le monde. Donc oui, effectivement, il faudrait changer un peu pour les prochaines réunions, afin que cette concertation volontaire soit vraiment un message à donner aux gens, sur les éclairer sur ce qui va se passer. Également, je reviens sur, merci alors pour je me rappelle votre nom de famille, sur la présentation, sur les effets, mais il y a quand même un effet important que vous avez oublié de présenter. Avec tout ça, quelle va être la conséquence sur la santé des gens? C'est quand même important. Vous présentez les projets, je comprends bien que vous n'avez pas le temps, décidément, on n'a jamais le temps. Samedi, on a été faire la visite, on n'a pas le temps de faire la visite. Grâce au garant, on va avoir une nouvelle visite. Mais nous, on doit présenter le projet aux gens, etc. Mais prenez le temps, bon sang, parce que nous, ça va nous impacter tous les jours. Et vous ne prenez pas le temps de nous exposer tout. Comme j'ai dit à monsieur Paul, je suis désolée avec les noms de famille, j'ai oublié, il faut aussi prendre le temps de faire les études, parce que vous dites, à ce jour-ci, il y a les études. Mais vous n'avez pas fait toutes les études. On a parlé samedi, quelles seront les conséquences également sur le bruit au niveau du crassier avec le retour? Quelles seront les conséquences pour les gens qui habitent ici au complexe? Vous avez un peu dit, au complexe de Bétange, on va voir le pont, pas le viaduc, parce que c'est un pont. Mais vous évoquez, vous passez rapidement sur ce qui ne vous convient pas. Il faut prendre le temps. Et comme vous l'avez dit au début, monsieur le maire de Florence, moi je ne dis pas non à monsieur le maire, il a raison, il faut prendre le temps. Merci. Le directeur de la DREAL, un petit mot sur la multimodalité, mais voilà, on a beaucoup échangé sur le sujet à la réunion la semaine dernière à Terreville. Voilà, notamment il y a eu la présentation des investissements importants qui sont faits pour renforcer la capacité ferroviaire. Voilà, je crois, enfin, moi je tiens à redire peut-être qu'il y a un besoin de mobilité qui est important. Il y a des efforts qui sont faits sur différents sujets, mais dire que on arrivera tout à faire prendre en charge le surplus de mobilité uniquement par le train et que sans toucher à l'infrastructure routière, on arrivera à résoudre les problèmes, je pense que ce n'est pas vrai. En revanche, il y a quelque chose que je concède, c'est que si on avait le projet A31 bis sans faire à côté des investissements très importants sur le ferroviaire, sans chercher à développer le covoiturage, sans continuer à investir sur le fluvial, effectivement, c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens. Mais dans cette vision globale, si on ne faisait rien sur la route, on continuera à avoir des problèmes importants.
Voilà, et puis pour les sujets, rappelons quand même aussi au niveau des impacts, alors je sais que ça ne fait pas plaisir, mais qu'au niveau d'émissions de gaz à effet de serre par la mobilité, il y a quand même une électrification en cours du parc électrique. Elle ne sera pas complètement opérationnelle en 2035, mais les choses... Alors, s'il vous plaît, l'idée de la réunion, c'est quand même d'écouter les réponses. Et madame disait qu'il fallait prendre le temps. Néanmoins, pour qu'on puisse prendre le temps d'expliquer, il faut écouter. Donc je vous demande de bien écouter les réponses et je repasserai la parole à la salle. C'est important qu'on puisse dialoguer dans de bonnes conditions. Je vous remercie. On n'a plus d'électricité. Allez-y, continuez. Oui, je vais poursuivre la série de réponses. Parce que je crois qu'on justement on dit tout et le temps des questions est fait pour revenir sur de nombreux éléments et là je vais prendre par exemple ceux de la dernière question, des dernières questions sur les expropriations. Tout d'abord, je crois qu'on est très clair sur là où passe le fuseau F5 en tunnel peu profond et ce qui implique sur tout le tracé des expropriations et donc de détruire les maisons, c'est la réalité. Au niveau d'abord des jardins familiaux, puis au niveau, après le rond-point du Leclerc, jusque derrière le croisement entre la rue de Longwy et l'impasse de Nancy, et jusque dans la coquerie, je pense qu'on est très clair. Ensuite, sur la conséquence... et encore une fois, je crois que S'il vous plaît, encore une fois, je pense que si on veut pouvoir avoir une réunion qui porte ses fruits, qui soit utile pour tout le monde, il faut vraiment qu'on prenne le temps de s'écouter les uns les autres. Je vais repasser la parole à la salle, il n'y a aucun souci, toutes les questions seront prises, mais c'est vraiment important d'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie. Et je crois qu'il faut au préalable rappeler que nous ne défendons pas de variantes miracles. Chacune ont des points noirs, des avantages, des moins bons avantages, et donc c'est important de se dire que ce que je viens de dire, c'est on peut dire, si vous voulez que les mots soient durs, le point noir de la variante F5 tunnel peu profond, c'est vrai, nous sommes très transparents sur le sujet, et donc c'est vrai que c'est un attribut unique de la variante F5 tunnel peu profond. Voilà. Sur la santé des gens, on peut reprendre la diapo 49 si vous le souhaitez. Je peux parler de la qualité de l'air, si ça peut être. Il y a deux choses, le bruit et la qualité de l'air. Pour le bruit, lorsque l'on fait un nouvel aménagement, c'est le cas ici, pour la section neuve, mais c'est aussi le cas pour les sections élargies, lorsqu'on augmente le bruit de 2 décibels, la réglementation est très précise, on est tenu, on doit protéger les habitations, aménager des protections phoniques. Cela peut être avec des mouvements de terrain, avec des protections de façade ou avec des murs anti-bruit. Enfin, sur la qualité de l'air, c'est important, donc le trafic est responsable de deux types de pollution notamment, les particules fines et les NOx, c'est-à-dire l'oxyde d'azote. Cette pollution à l'oxyde d'azote n'existe plus lorsqu'on convertit un moteur thermique en moteur électrique. Par contre, pour la transparence, la pollution aux particules fines n'évolue pas quand on passe du thermique à l'électrique. C'est aussi important de le dire. Notamment quand les véhicules sont très lourds, c'est-à-dire qu'avec des véhicules très lourds, qui ont des SUV électriques, eh bien on pollue plus aux particules fines qu'avec des voitures très légères. Voilà. Préalable, il nous faudra ensuite terminer ces études préalables une fois que l'on aura choisi le fuseau. C'est d'ailleurs pour ça que cette concertation a lieu. C'est-à-dire, c'est au moment où on fait des choix que l'on concerte le public, et ensuite on pourra donc, une fois ce fuseau terminer les études préalables qui sont déjà très très complètes, et c'est le cas dans le dossier de concertation, et on répondra sur chacune des questions qui seront posées. Ensuite, il s'agira de constituer le dossier d'enquête publique pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Ça, c'est dans peut-être 1 an et demi, et ensuite on pourra démarrer ce qu'on appelle les études projets qui permettent ensuite la réalisation des travaux. Je suis à Florange, je suis du sud-ouest, désolé. Quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait 2-3 choses qui étaient bizarres. Quand je prends la 30, il y a un étranglement au niveau de la montagne, là. Il y a une fois une voie, je trouve ça bizarre. Ensuite, pour aller au Luxembourg, soit on y arrive par Longwy, soit on arrive par Thionville.
mais il n'y a rien pour aller à droite, je trouve ça bizarre. Ensuite, Thionville, il n'y a pas de rocade, je trouve ça aussi bizarre. Et puis quand j'ai fait pollution Florange, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'effectivement on était champion de France. La question que je pose est très simple. L'État, s'il a envie, le fait, avec ou sans les habitants. On le sait très bien, les gouvernements passent, les idées restent dans le ministère. La seule chose qui m'embête, moi, c'est que si on a un tracé dans Florange, on va apporter de la pollution à la pollution. Ensuite, on parlait, et Paul l'a très bien montré sur un plan de profil, c'est un tunnel. Le tunnel ne va pas avoir de puits d'extraction, puisqu'on sera sous les habitations. Donc, c'est-à-dire que les gaz vont partir dans un côté ou dans l'autre sens du tunnel. Il y aura un sens. Dites-moi quel est le sens où les gens vont être le plus pollués, vers le nord ou vers le sud. Merci. Allez-y, madame. Bonjour, Fanny Emer, je représente l'association de sauvegarde du site de Bétange. Vous savez, le site qui est juste à côté, avec un parc de 65 hectares, une allée de marronniers de 8 hectares, un château, dont on n'a pas entendu parler ce soir, et accessoirement à quelques kilomètres de ville à Clairefontaine. Je m'étonne de l'absence dans votre présentation. On parle du domaine de Bétange comme si ça n'était qu'un ensemble patrimonial. C'est effectivement un ensemble patrimonial. Effectivement, il y a un régime à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on embête les habitants avec la couleur de leur volet et leur permis de construire, mais là on a 4 tracés qui passent tous dans le périmètre de protection. Ça c'est une première chose et vous l'avez noté. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même un poumon vert qui, avec la forêt domaniale et les forêts avoisinantes, fait quand même 450 hectares. Bétange, c'est 73 hectares, et ça vous omettez de le dire. Nous avons, alors vous mettez des enjeux avec lesquels nous sommes plus ou moins d'accord, mais quand même 70 espèces d'oiseaux recensées, le piquemar, le faucon pèlerin, le milan noir, des choses qui sont extrêmement rares, les chiroptères, vous parliez du fort d'Ilange. Je vous rappelle que l'allée des marronniers est refuge pour les chauves-souris, qu'on a signé une ORE avec la LPO pour en protéger la biodiversité. Et je voudrais apporter des précisions par rapport à l'impact des tracés, puisqu'il y a des choses qui ont été omises. F5, tout le monde s'accordera pour dire que c'est une catastrophe pour la forêt domaniale de Florange. Et c'est aussi une catastrophe pour le parc de Bétange, même s'il n'est pas coupé, car il y a les vents dominants et vous allez perturber toute la tranquillité de ce lieu. Et vous créez une brèche dans un poumon vert et un réservoir de biodiversité qui pour l'instant n'est traversé que par une route départementale. Pour le tracé F4, vous me dites effectivement on rentre en tunnel avant l'allée des marronniers. Vous bousillez le paysage, déjà c'est une chose de dire, et d'autre part, vous omettez soigneusement de dire qu'au niveau du rond-point de l'Étoile et avant l'entrée en tunnel, c'est un passage qui est en remblai, donc en hauteur, et que l'impact sur le parc de Bétange, sans oublier les habitants de Terreville évidemment, sera considérable. Et pour F10, c'est la même chose, puisque vous avez également un passage qui est en hauteur au niveau du rond-point de l'Étoile. Pour F10, nous avons eu un échange à Thionville sur lequel je tiens à repréciser les choses. L'angle de courbure du F10 fait que l'allée des marronniers est impactée, car dans un projet autoroutier, on ne peut pas avoir des coudes comme là actuellement la D653. Donc vous voyez que dans tous les cas, nous avons des impacts, et c'est pour ça que l'association de sauvegarde du site de Bétange, aux côtés de 10 associations reconnues d'utilité publique, agréées pour la protection de l'environnement, est contre ce projet et ses 4 tronçons. Merci beaucoup. Bonjour. Adrien, j'ai l'impression que vous êtes mal à l'aise. Vous savez que le projet, il y a de l'impact envers l'humain, envers l'environnement. On a l'impression que le projet, vous êtes mal à l'aise, mais vous le passez quand même. Quand on parle d'enjeux, vous parlez, oui, par l'aménagement de votre enfant pour Thionville, pour Thionville et pour Thionville, c'est vraiment un sacrifice. Parce que tout ce que vous dites, c'est vraiment une honte. Les impacts, vous le reconnaissez, les patients adhérents, franchement, sont adorables. Je parle avec eux, on pose des questions, ils nous répondent. On me dit, ouais, c'est vrai, la forêt, oui, ouais, les eaux vulnérables. Tout ce qu'on dit, on dit, c'est vrai, c'est un impact. Mais on n'a pas le choix, ça a été validé. Mais on vit à une époque, Florence a une histoire. On l'avait dit. Là, on arrive il y a 10 ans d'Arcelor. Il y a eu des sacrifices ouvriers, il y a eu des plans sociaux. Là, maintenant, Florence, on va se sacrifier. La dernière fois, monsieur le préfet, j'ai posé une question. Est-ce que Florence va être sacrifiée? Vous m'avez dit quoi? Non, Florence, on va pas se sacrifier parce qu'on aura un tunnel. Mais qui est le tunnel? Il n'y a que la F4. Donc, je vous dis, vous reconnaissez vous-même que le F5, indirectement, si on prend le F5, il sera sacrifié. Dans votre réponse, c'est filmé. Et donc, ça veut dire que vous-même, vous savez que Florence peut être sacrifiée, sauf s'il y a un tunnel.
Mais après, il y a des impacts par rapport à la forêt. Tous les plans qu'on fait par rapport à la mobilité, les encouragements, la loi à l'OM. De quoi le but de demain? Encourager les gens à prendre la voiture ou à prendre d'autres modes? En pas d'enjeu. En pas d'enjeu de demain, la mobilité de demain. Qu'est-ce qu'on fait pour demain? On pense comme avant. On dit il faut faire une route parce qu'on l'a demandé. Vous proposez un projet de 2035, 2040 pour le F5, 2030, mais vous validez l'étude. Vous savez très bien que l'étude n'a pas été faite parce que c'est trop cher. Donc il faut choisir un tracé. Donc quand on va choisir un tracé, là on fera la vraie étude. La vraie étude se fera après le choix du tracé. Mais vous ne savez pas les conséquences qu'on va avoir avec les zones polluées. On ne sait même pas les conséquences des zones. La passe 42. À l'époque, quand on proposait un tracé, la page 42, on proposait un tracé où il y avait le tracé F4, F5, F10, les conséquences de demain. Là, on voit bien que les conséquences du bruit, de la 31 et la 30, on voit bien les conséquences. Mais pourquoi vous ne faites pas le dessin avec le F4, F5, F10, les conséquences? Vous voyez bien les distances. Là, on est où là? On est au parc de Bétance. Le tracé F5, il est là. Il y a 0 mur, aucune protection. Donc, vous parlez de protection, quand on a la carte par rapport à la distance du bruit, là, on va être impacté. Ici, on va entendre le bruit. Et donc, maintenant, avec tous les lois qu'on fait, avec les plans de relance, avec la loi de Green Deal, la loi européenne, vous avez dit la dernière fois, c'est une autoroute d'Europe, l'autoroute du monde. À aucun moment, vous n'avez pas eu une autoroute écologie. Aucun moment, vous parlez du macadam, les nouvelles normes. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une autoroute de demain? Vous parlez de faire une autoroute, faire un tracé. Je vais vous demander de conclure, monsieur, s'il vous plaît. Donc, monsieur le préfet, monsieur le garde réel, franchement, entre vous faites une constatation. Vous avez vu le bilan, tous les réunions, tout le monde est contre. Vous avez vu les 200 messages dans le site, tout le monde est contre, 80%. Tout le monde dit pour parler d'écologie. Donc vraiment, monsieur, il faudrait laisser la place aux autres participants. Franchement, les Florengeois, vous êtes pour? Merci. Merci, monsieur. Merci. Après, je sais que je suis mal à l'aise. Je sais que c'est pas évident. Je sais. Mais franchement, on en a marre. On est stressé. On a peur. On a peur parce qu'on a inquiet. C'est noté, monsieur. Et merci beaucoup de votre intervention. Je voudrais donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. De transport vers le Luxembourg. On a oublié aussi de parler du bus. Donc le bus, c'est quand même... moi, je prends le bus. Pour l'instant, il est vraiment à moitié vide, même aux 3/4 vide. Je pense qu'il faudrait faire des efforts pour les remplir. Il faudrait encourager les gens aussi à prendre à faire le covoiturage. Donc, je ne sais pas, par des remises, des crédits d'impôt. Il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Donc il y a aussi le problème des gens qui ne peuvent pas aller prendre le bus ou qui ne peuvent pas arriver une fois à Luxembourg, descendre du bus et aller sur leur lieu de travail. J'ai déjà discuté avec des gens et c'est pour ça qu'ils prennent pas... Les bus ne sont pas adaptés en fait à la mobilité des gens. Donc déjà là il y a un travail à faire. Il y a aussi un travail à faire au niveau des navettes pour ramener les gens au train. Parce que là il n'y a plus de place au niveau des parkings, on le sait bien. Ensuite, on parle de raser 14 hectares de forêt ou 9 hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Et puis, on ne parle pas non plus des travaux. Ça va pourrir la vie des Florengeois. On va pas pouvoir... il n'y aura plus de mobilité, en fait, à Florange pendant tous les travaux. Ça, on n'en parle pas. On ne parle pas non plus de la vie des gens qui vont être expropriés. C'est pas juste une expropriation où on donne de l'argent aux personnes et après ils refont leur vie. C'est des gens qui vont être peut-être marqués à jamais par cette expropriation. Les gens-là, ils sont à Florange peut-être parce qu'ils ont des proches qui sont tout près. C'est pour ça qu'ils sont venus habiter ici. Est-ce qu'on tient compte de tout ça? Vous dites que vous n'êtes pas pour ou contre un projet. Mais pourquoi alors quand on présente le projet F5, pourquoi j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a des préférences? Pourquoi on fait comme de la publicité du F5? On propose le F5 comme une solution. Ensuite, ne me dites pas que l'État ne va pas choisir la solution la plus chère, parce que c'est la meilleure pour les gens. Non, l'État il va prendre ce qui l'intéresse, ce qui lui convient, même si c'est une concession, hein, s'il n'y a pas de conséquences au niveau du budget de l'État et tout ça. C'est pas vrai. Merci. Donc, merci madame. Non, vous avez pas fini, pardon. Allez-y. Ensuite, je vais essayer de revenir sur un petit point. On parlait tout à l'heure
que les gens étaient au courant du projet. Je ne pense pas que les gens soient vraiment au courant du projet. Ensuite, les tracts sont donnés avec les publicités. Les gens qui ne reçoivent pas les publicités n'ont pas les tracts. Ça m'a été confirmé. Donc ça, c'est déjà, à ce niveau-là, la concertation, elle n'est pas valable. Je suis désolée, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Donc, merci. Ensuite, il y a aussi les gens, pourquoi est-ce que c'est distribué dans les publicités? Déjà, pourquoi? C'est quand même un projet qui est important, ça impacte de nombreuses vies. Pourquoi on fait la communication comme ça? C'est pas possible. Il faut du sérieux à ce niveau-là. Dans l'espace d'une soirée, je crois qu'il faut vraiment comprendre l'objectif, c'est d'améliorer la situation actuelle. Et la situation actuelle, vous la connaissez, vous ne la pratiquez peut-être pas personnellement, mais vous la connaissez dans votre entourage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chacun peut exprimer son point de vue, mais la tribune aussi peut exprimer le sien. Je pense qu'encore une fois, c'est important. Chacun son tour. La situation actuelle, c'est des dizaines de minutes perdues tous les jours par les frontaliers qui sont sur l'autoroute. C'est la circulation bloquée sur l'autoroute, matin et soir, dans chaque sens, avec les conséquences de temps passé, de temps perdu, de fatigue, de pollution, de conséquences sur la santé de tous ceux qui habitent à proximité de cette autoroute. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord de reporter une partie de ces personnes qui prennent leur voiture vers d'autres modes de transport, et c'est tout un travail qui est fait pour les mettre sur le train, dans le train, avec des investissements considérables qui sont réalisés actuellement par l'État, par la région, par le Grand-Duché du Luxembourg. Mais tout ceci ne suffira pas. J'ai entendu dire qu'il faudrait mettre tout le monde dans le train. Eh bien, si on veut mettre tout le monde dans le train, il faut mettre une ligne ferroviaire à 4 voies et non pas à 2. Et ça veut dire quantité d'expropriation dans les villes traversées. Ça ne peut pas être idéal partout. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, et c'est ce qu'on essaye de vous présenter ce soir. Merci, monsieur le préfet. On peut poursuivre peut-être si... Allez-y. Alors, moi, je vais répondre sur la question de Madame Emer sur les tracés. Sur les impacts, oui. Je vais remettre la diapo 21 si c'est pas... On va remettre la diapo 21. Je sais pas si c'est 20. Ou la 20. Voilà. Vous voyez que le tracé de F4, vous parlez de la partie en remblai. C'est effectivement une variante de tracé qui est dessinée, mais on a également une variante qui permet en fait de passer à niveau, voire en déblai, pour limiter l'impact sur la préservation du domaine de l'étange. Au niveau de F10, les tracés qui ont été réalisés dans le cadre des études préalables ne viennent pas impacter l'allée des Marronniers. On est capable de tracer aujourd'hui une variante qui ne vient pas impacter l'allée des Marronniers dans le cadre de F10. Et F4 non plus. Et le dernier point, c'était sur le fait de développer, ou du moins d'inciter les gens à prendre le bus. C'est aussi l'objet de la voie réservée au transport en commun, dont Paul a parlé, pour éviter que les transports en commun se retrouvent dans la congestion et permettre justement d'inciter les gens à aller dedans. Merci. Sur la pollution, est-ce que vous souhaitez... Je pense que sur la pollution, alors, globalement, aujourd'hui, le stade des études fait que on n'est pas capable de dire aujourd'hui dans quel sens ira la pollution des tunnels. Il faut nous laisser progresser dans les études, mais vous aurez... Mais vous allez avoir une présentation spécifique sur les tunnels où la question de la qualité de l'air au niveau des têtes de tunnels sera abordée. Merci. Je voudrais juste donner un témoignage puisque j'ai travaillé 10 ans dans le pays nantais et donc je vais vous soumettre deux exemples. Donc à Nantes, il y a un grand périphérique et il y avait des soucis avec les entrées, avec les 4 entrées dans le périphérique. Et on s'est dit on va fluidifier les voies. Et donc on a fait, pour entrer dans le périphérique,
on a rajouté des 2 voies, 3 voies. Et je reviens à ce que vous disiez, monsieur le préfet, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus bloqué à l'entrée de Nantes. On est bloqué 4 km derrière sur les 3 voies. Donc l'idée de dire... L'idée de dire que rajouter des voies, ça fluidifie le trafic, c'est pas vrai. Ça augmente le trafic appelle le trafic. Ça, c'est le premier exemple. Donc voilà. Second exemple, donc, si je peux me permettre, je vous conseille de téléphoner à votre collègue de Nantes. Hein. Deuxième problème, je me permets, monsieur le préfet, parce que là, je suis comme ça. Hein. Bon, bref. Deuxième exemple, toujours sur Nantes, il y a un projet qui se rapproche du nôtre, c'était le fameux aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et oui, 50 ans de projet, hein, donc des projets 1, 2, 3, 4, d'accord, des concertations et des consultations après avoir pris la décision, je le disais, et résultat des courses, c'est signé. C'est signé, et donc l'aéroport de Landes va se faire. Le problème, c'est que les citoyens n'ont pas voulu. Et résultat des courses, ça s'est pas fait. Donc, moi, monsieur le préfet, si vous voulez, j'ai quand même pas à me mettre en travers de la route quand les engins vont revenir, comme c'est plus de mon âge, franchement. Hein, mais s'il faut le faire, je le ferai, monsieur le préfet, parce que c'est un non-sens. Autre chose que je voulais vous dire, c'est un peu plus large, ça concerne la démocratie. C'est quand même bizarre de voir des choses en France, je sais pas, ça me... Je sais, j'ai pas de mots. Alors déjà, vous voyez ce qui se passe là, c'est que on prend des décisions en haut, et ensuite on fait des consultations, etc. C'est pas de la démocratie, ça. Les Florangeois ne veulent pas d'autoroute. Résultat des courses, eh ben, on nous propose 4 projets pour nous diviser. C'est pas de la démocratie, ça. On pense à expulser des gens. Mon Dieu, expulser des gens. Mais il n'y a pas de mots. C'est pas de la démocratie. Quand je passe à Daspi, là, quand je vois toutes ces maisons qui sont emmurées, mais je me dis, mais quelle tristesse. Et alors en plus, elle va peut-être même passer par là si elle passe un jour. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors, voilà, moi je vais vous dire juste une chose. À Notre-Dame-des-Landes, les gens ont pris leurs responsabilités, monsieur le préfet. Vous prendrez les vôtres, les élus prendront les leurs, les citoyens prendront la leur, monsieur le préfet. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est malheureux d'en arriver là. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est malheureux. Merci, monsieur. Merci, madame. Donc je suis thionvilloise. C'est bon. Alors moi je vais plutôt m'adresser à l'Adréal parce que finalement monsieur le préfet vous ne faites que retraduire la politique de la mobilité telle que la conçoit monsieur Macron. Je voulais demander au personnel de l'Adréal, puisque je travaille moi-même dans le milieu de l'environnement, je voulais savoir si vous n'aviez pas honte de porter ce projet. Je pense que les attaques personnelles n'ont pas cours dans cette réunion. Je vais exprimer un point de vue, mais les attaques personnelles n'ont pas leur place. On parlait de 9 à 14 hectares de forêt, j'imagine même pas le nombre d'espèces animales qui sont concernées. Vous avez parlé, personne n'en a reparlé, mais j'ai l'impression que les tracés passent sous certains cours d'eau. On parle de la Fensch, on parle de la Moselle, on parle de petits ruisseaux. Vu l'état de la Fensch, c'est peut-être pas une très bonne idée de continuer à faire des travaux sous ce cours d'eau-là. On parle de destruction de zones humides. Quel que soit le tracé utilisé, il va y avoir de la destruction de zones humides, c'est ce que vous aviez dans votre tableau. Et vous passez par la compensation. La compensation, c'est juste un droit à détruire. Et c'est contraire à ce que nous demande la loi. Donc vous êtes contraire à ce que demande la loi en fait, parce que la loi nous demande, avant de compenser, d'éviter. On doit éviter de détruire avant de compenser. Et je voulais dire aux Florangeois et aux Florangeoises qu'on n'est pas de la même commune, mais on sera avec vous pour... Merci madame. Cela fait 30 ans que je participe à des débats publics autour de la question de ce doublement de l'A31, l'A32 bis, etc. Et j'ai été sidéré d'entendre monsieur le préfet, dans sa capacité à présenter un débat de transport, en l'écoutant, je pensais entendre l'intervention d'un représentant d'État en 1982. Et en réalité, nous sommes en 2022. Donc, cela fait 40
qu'on nous vend des modèles économiques, des modèles de transport, sans tenir compte d'un certain nombre d'urgences. La première urgence, je pense que c'est légitime que les riverains s'occupent de leur cadre de vie et de la santé. C'est un mot qui n'est pas grossier que de dire, ben oui, moi je vis dans un endroit et j'aimerais préserver cet endroit. Et on voit bien que le débat autour de la riverainté pose des questions plus fondamentales sur la question de notre société. Monsieur le préfet a dit quelque chose de très juste que j'entends moi depuis 30 ans dans tous les débats publics. Il a dit dans son introduction que l'autoroute était l'élément essentiel de la politique multimodale de transport des pouvoirs publics. Alors, je ne sais pas, mais il y a une dizaine de jours, il y a un monsieur le Président de la République a parlé de sa volonté de développer les RER dans toutes les métropoles. Il y aurait donc des métropoles qui auraient droit à des politiques de transport en commun, et il y aurait des métropoles ou des sillons, des endroits qui resteront sur des schémas hérités des années 2000. Et donc la question essentielle, c'est ça. Moi, je pose la question de la sincérité du débat public. Parce qu'en gros, on nous dit toujours la même chose depuis 30 ans, et on ne parle jamais de ce qui est essentiel. C'est un modèle économique qui permet aux gens de vivre enfin, de vivre et de travailler au pays. Parce que quand même, est-ce que l'avenir de notre département est lié au seul développement d'un pays qui fait du pillage de la valeur ajoutée créée par les travailleurs frontaliers, le premier ou le deuxième pays au monde par son PIB. Donc je pense que si on parle de transport, on parle aussi de modèle économique, et de ce point de vue-là, le libéralisme qui est porté par cette volonté de construire des routes pour faciliter la circulation des marchandises, pour transporter les salariés comme des marchandises dans des conditions de plus en plus dégradées, je crois que ce modèle économique-là, il est dangereux à la planète, il est dangereux pour l'humanité, et en définitive, c'est ça qu'il faut recuser. Donc voilà, ça fait 30 ans que je viens des débats publics, ça fait 30 ans que je vois avec raison des gens protester, être en colère, et au bout du bout, on ne les écoute pas. Donc non seulement ce type de concertation est dangereux, mais il peut aussi aggraver la fracture démocratique, et là, de ce point de vue-là, c'est de la responsabilité d'État. Merci. Merci, monsieur. J'ai l'autoroute, donc le tracé qui passait juste approximativement au Bon Jardin. Je ne suis pas frontalière. Je voudrais savoir un petit peu à quoi, en fait, j'ai bien compris que ça serait pour le transport des frontaliers, donc la 31 bis. Je n'ai pas compris déjà premièrement les protections qui seront mises en place et concrètement comment elles seront faites, étant donné que en fait, ça monte près du tracé qui est derrière. Donc comment, ça pourrait être fait. Deux, pourquoi en fait une autoroute, comme ça a été dit dans la salle par plusieurs personnes, pourquoi on rajouterait encore une autoroute, plus on met l'autoroute, plus les gens vont aller sur cette autoroute. Il y a 15 ans de ça, je travaillais à Luxembourg, les bus, le 300 étaient tous les quarts d'heure, maintenant c'est toutes les heures parce qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent à Luxembourg qui me le disent, donc du coup elles ne prennent plus le bus, comme la dame devant l'a dit. Les trains, pareil, ne correspondent plus, il n'y a plus de place pour pouvoir se garer. Anne Gromersch, il y a quelques années, avait parlé d'une mobilité parallèle à la 31 qui était par une voie plutôt aérienne. Voilà, on sait qu'il y a également des possibilités par les voies, dont vous parliez tout à l'heure, par les voies de train, mettre les voitures sur le train pour aller à Luxembourg. En Suisse, vous avez également une ville qui est frontalière, qui ont également une voie aérienne où tous les frontaliers prennent cette voie et beaucoup plus écologique à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment une catastrophe économique, écologique. Comment vous pouvez parler des projets à des millions, milliards d'euros? Mon mari travaille dans le travaux publics et une réunion de concertation il y a quelques semaines avec la SANEF. Je pense que vous connaissez tous. D'ailleurs, ils vont arrêter les chantiers, ils ne vont plus travailler à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, car les matières premières pour construire les autoroutes vont multiplier par 10, voire 20, vont exploser. Donc les projets, les tarifs que vous nous évoquez là sont pour de fin 2022, mais fin 2023, début 2023, vont complètement exploser les chiffres, donc les chiffres que vous donnez sont faux. Voilà. Donc ça va compter des centaines de milliards de plus. Les entreprises préfèrent fermer à l'heure d'aujourd'hui parce que ça leur coûte moins cher de fermer que de produire.
Donc là, je ne comprends pas. En fait, c'est un non-sens que vous exposez, et ça, non seulement pour la pollution et pour l'écologie, ça n'appelle rien à personne. À titre personnel, il y a 7 ans que j'ai construit. On nous a demandé, Bâtiments de France, de ne pas construire les maisons comme nous le souhaitions, parce que nous étions à moins de 4 km du portail de Madame... voilà, excusez-moi, je vous votre nom. On ne pouvait pas mettre la couleur des murs, ni faire comme on voulait, et alors d'aujourd'hui, on nous colle une autoroute au bout de mon jardin. C'est un sujet, il y a des projets qui, notamment le conseil départemental qui cherche, le département de la Moselle qui cherche à aménager des voies réservées pour un bus à haut niveau de service pour remonter vers le Luxembourg sur plusieurs itinéraires. Pour le covoiturage, il y a également un travail en cours, notamment avec le pôle métropolitain frontalier pour faire des aires de covoiturage. Je rappelle qu'il y a aussi des parkings qui sont prévus dans le cadre de l'accord avec le Luxembourg. Voilà, donc il y a une série de projets qui existent pour développer la multimodalité. Mais encore une fois, on en revient, c'est que ça ne sera pas suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins de déplacement, et que sans travailler sur l'infrastructure, sans toucher à l'infrastructure A31, on ne réglera pas du tout les problèmes qui se posent aujourd'hui. On pourra faire, mais c'est bien une vision globale qu'il faut avoir. Mais en revanche, et là je le concède bien volontiers, si on travaille sur l'A31 sans travailler sur ces modes alternatifs, on a manqué quelque chose, parce qu'on aura assez vite à nouveau une nouvelle congestion. Donc c'est bien un travail conjoint qu'il faut faire, et sur l'infrastructure, et sur le développement de modes alternatifs. Merci. Oui, je vais poursuivre, et ensuite on fera une présentation un petit peu supplémentaire sur les tunnels. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les tunnels. Ça répondra notamment à la question de monsieur voilà, tout à l'heure. Sur la première question, sur l'aspect démocratique, le projet A31 bis, c'est quelque chose qui est consulté avec les acteurs locaux et la population depuis longtemps. Par exemple, les variantes qui sont soumises à la concertation, elles ont été arrêtées par le comité de pilotage de mars dernier, qui est certes présidé par monsieur le préfet, mais dans lequel sont membres l'ensemble des élus locaux, les associations représentatives et d'autres associations représentatives d'autres milieux économiques. Donc c'est important, c'est un projet qui est consulté, il y a des comités de pilotage 2 fois par an, et donc c'est ce qui aboutit à ce choix aujourd'hui. Sur la question sur le RER métropolitain, alors, encore une fois, l'idée c'est vraiment que vous avez la parole un temps et ensuite vous obtenez des réponses. Encore une fois, je rebondis sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure, il faut prendre le temps de se parler, il faut laisser le temps aux intervenants de vous répondre, sinon ça ne va pas fonctionner. Continuez. Continuez. Sur le RER, la semaine dernière, à la réunion de Terreville, sur justement l'enjeu des mobilités, le conseil régional, la région Grand Est était présente pour montrer justement le projet de réseau express métropolitain que l'ensemble de la puissance publique, c'est-à-dire l'État, la région, les intercommunalités, les communes, le département, avec justement des voies réservées, des bus, mais aussi une augmentation significative des places dans le train. C'est ce qui est prévu, c'est déjà prévu depuis plusieurs années, et c'est en œuvre. Aujourd'hui, il y a 9000 places dans le train. En 2024, il y en aura 14 000. En 2028-2030, il y en aura 22 000 assises, c'est-à-dire qu'il y a aussi plus de places debout. Ça représente un investissement public franco-luxembourgeois d'environ, de 600 millions d'euros. C'est donc très conséquent. Et je vous rappelle qu'il n'est pas prévu de financer le projet 31 bis par des crédits publics qui ne sont pas, pour répondre à certaines interrogations, redéployables donc sur d'autres projets. Peut-être qu'on peut passer à la présentation sur les tunnels maintenant. Alors comme ça donnera la réponse sur le tunnel que vous attendez tout à l'heure. Si vous voulez bien... Non. Plus près du micro, voilà. Très bien, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous, je suis Simon Charlemagne, je fais partie du Centre d'études des tunnels, qui est un service du ministère de la Transition écologique spécialisé dans les tunnels. Et on va vous faire une présentation à 2 voix avec mon collègue Jean-François Burkhardt pour vous donner un petit éclairage technique sur la façon dont on conçoit et dont on creuse un tunnel. Ce sera une présentation pas très longue.
Alors d'abord, une petite diapo sur les méthodes de construction. Il y a deux grandes familles de méthodes de construction. Vous avez à gauche la méthode dite conventionnelle. C'est une méthode qui fonctionne par volées successives. Tout d'abord, on creuse une certaine volée d'une longueur qui dépend du sol, de 1 à 4 mètres. Ensuite, on évacue les déblais, on sécurise l'excavation à l'aide de ce qu'on appelle un soutènement, qui peut être composé de béton projeté, de boulons, de cintres, ça dépend du sol. Et ensuite, on recommence. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour des faibles linéaires, mais qui a un avancement relativement lent. À côté, vous savez ce dont on vous parle depuis un certain temps, une méthode mécanisée, en l'occurrence un tunnelier. Le tunnelier, à l'inverse d'une méthode conventionnelle, permet de creuser et de poser des structures de soutènement et de revêtement, c'est-à-dire de revêtement de béton définitif, simultanément. C'est intéressant financièrement pour des grands linéaires parce qu'il y a un investissement initial qui est important. Le tunnelier, ça coûte très cher, à l'inverse d'une méthode conventionnelle qui est moins chère. Simplement, comme on avance plus vite, pour des grands linéaires, c'est plus intéressant. Dernier point important, le tunnelier permet... Donc dans ce cas-là, les véhicules créent un courant d'air, c'est ce qu'on appelle le pistonnement, hein, qui peut créer une vitesse de courant d'air assez forte, et donc tous les polluants de ce tube-là vont sortir à la tête où sortent les véhicules. Quand ça roule bien. Et alors quand il y a des bouchons, on va mettre en œuvre la ventilation, donc on voit ici des accélérateurs qui vont remplacer, si on peut dire, l'effet de pistonnement apporté par les véhicules pour refaire sortir les polluants à la tête de sortie des véhicules. Ce qui veut dire que dans le cas d'un tunnel bitube, la pollution se répartit à peu près également entre chacune des deux têtes. Voilà. Alors, je continue mon élu à Fleuranges. Vous nous demandez de choisir aujourd'hui un tracé, alors que tout est imprécis, il y a des réponses qui ne sont pas données, et moi je ne peux pas entendre. D'abord on choisit et après on verra. Non, ça c'est juste pas possible à entendre pour les Fleurangeais. Alors j'ai 3 questions très précises, 3 ou 4 même. Ça fait 3 fois que je pose la question, mais je continuerai à la poser tant que j'aurai pas de réponse. Vous ne m'avez toujours pas expliqué comment on peut résoudre des nœuds où se forment les bouchons en emmenant une autoroute supplémentaire. Je n'arrive pas à le comprendre et vous ne m'avez encore pas répondu et vous ne m'avez toujours pas convaincu. Monsieur le préfet, vous disiez tout à l'heure que l'objectif était de rendre service de dépollution sur les terrains Arcelor de la Coquerie. On nous donne des approximations, mais pas de délai réel, et pas de dépollution réelle. Un peu en surface, peut-être un petit peu plus profonde, ça dépendra du tracé qui est choisi. Nous, on veut des délais précis. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Combien d'expropriations exactement, ou quelles sont les maisons qui sont concernées? Ça, on a besoin de le savoir. Les gens ont besoin de le savoir. On ne peut pas dire qu'il va y avoir 8, 10, 20, 30, 40 expropriations. Qui et où? C'est ça qui est important. C'est pas, peut-être, ils vont être indemnisés. Jamais ils ne seront indemnisés à la valeur sentimentale de leur maison, et jamais ils n'auront assez d'argent. On ne leur donnera jamais assez d'argent pour reconstruire une vie décente. Ça n'est pas vrai. Ça ne s'est jamais. Et le 3e chiffre que je demande, c'est quels sont les chiffres qui étayent votre proposition de dire qu'il n'y aura pas assez de trains, pas assez de bus, pas assez de toutes les mobilités que vous proposez. Je n'ai pas de chiffres. Vous n'avez pas apporté de chiffres qui disent que, effectivement, le train, le bus et les autres mobilités ne sont pas suffisantes. Donc moi, j'aimerais bien des réponses à tout ça. Merci. La salle, il a raison. Non, simplement, mesdames, messieurs, une intervention, monsieur le préfet. Le diable est dans les détails, on le voit bien dans les interventions des Fleurangeoises et des Fleurangeois. Je crois que tout le monde sait que la volonté a toujours été d'éviter
Les expropriations, avant tout, ça a été toujours dit, ça a toujours été répété, c'était pour ça qu'on avait demandé, et vous y aviez répondu, monsieur le préfet, cette étude du tunnel. Et ce qui était à l'époque impossible, il faut le rappeler, en 2018, ceux qui étaient présents, ce qui paraissait impossible pour les techniciens, est apparu aujourd'hui possible techniquement. Donc c'est-à-dire que le tunnel, beaucoup s'en souviennent, n'était pas possible en 2018. Aujourd'hui, le tunnel est possible. J'ai entendu, lors de la visite exploratoire que vous avez réalisée, monsieur le préfet, les collectifs m'ont informé, effectivement, puisque forcément on discute, m'ont informé de ce qui a été confirmé ce soir. Notamment qu'il y a un vrai débat sur le bois de l'Étoile. Alors je ne parle pas du bois de l'Étoile non seulement sur la forêt, mais je parle de l'échangeur du bois de l'Étoile. Cette question de l'échangeur du bois de l'Étoile et de la connexion entre la ville, les villes, monsieur le maire de Terreville vient de se joindre à nous, nos villes sont aussi aujourd'hui irriguées à travers un échangeur qui s'appelle le bois de l'Étoile. Et cet échangeur du bois de l'Étoile, on a appris tout à l'heure, et on n'en a jamais parlé en copile. Et ça, je me permets de le dire devant les techniciens de la DREAL, nous n'avons jamais entendu parler que les Florangeois et les Tervillois et les Aillangeois n'auront plus la possibilité de monter sur le commune. Et ça, monsieur le préfet, me permet de dire que ça modifie totalement l'équilibre. Ça modifie quand même totalement l'équilibre aussi. On n'entend plus même avec le micro. Ça modifie totalement l'équilibre des enjeux de mobilité que vous avez abordés depuis le début de cette réunion. Ça modifie totalement les enjeux de mobilité qui sont évoqués depuis tout le début de la concertation. On n'a jamais entendu pour le tracé F4 ou pour le tracé F5 ou pour quelque tracé que ce soit que la mobilité par l'échangeur de l'Étoile deviendra impossible. Alors moi ça m'interpelle, mais en tout cas je le dis pour les élus florangeois, ça sera un casus belli pour tous les projets autoroutiers. Vous m'entendez là? Oui, alors, si je sous-pèse un tout petit peu, on va mieux vous entendre. Voilà, allez-y. Pour préciser, je suis frontalière. J'utilise l'autoroute tous les jours, y compris le viaduc de Borgard. Donc c'est important de le dire parce que je suis florangeoise, mais ce tronçon qui comprend en fait la traversée de Thionville, je l'utilise également tous les jours. J'ai été très intéressée en fait par vos présentations, Monsieur Bouzid et Madame Perrin. C'était vraiment très intéressant, j'ai même pris des notes. Vous avez parlé de normes environnementales, vous avez parlé de normes de sécurité, vous avez parlé qu'il fallait minimiser l'impact environnemental et humain, vous avez parlé de la vulnérabilité des nappes phréatiques, notamment sur le projet F4 et F5. Vous avez parlé de destruction de forêt entre 9 hectares et 14 hectares. Vous avez parlé, vous, Monsieur Bouzid, d'intérêt public. Moi, ma question, je n'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt pour le public d'un tel projet. Alors, je vous explique. Actuellement, les gens peuvent utiliser l'autoroute sans la payer. Là, vous allez faire un parallèle et elle va être payante pour tous les usagers. Donc, je ne comprends pas l'intérêt pour le public. Vous parlez d'échangeurs remaniés avec des 2 fois 2 voies, 2 fois 3 voies. Si vous apprenez en fait des leçons en fait de ce qu'on vit quotidiennement, c'est à l'endroit où il y a des bifurcations, où il y a des échangeurs, que se créent les bouchons. Donc créer une 2 fois 3 voies, qui revient en 2 fois 2 voies, qui revient en 2 fois 3 voies, pour moi c'est insensé. Surtout repasser 2 fois 2 voies pour aller en tunnel, je ne sais pas comment vous allez éviter les bouchons. On parle... de la réunion, il faut qu'on arrête d'applaudir parce qu'on ne peut pas y arriver. En fait, on parle de contournement, parce que c'est le sujet de ce soir. Le contournement de Thionville, je n'arrive toujours pas à comprendre l'enjeu, puisque les gens qui perdent énormément de temps pour aller au travail, c'est à Confun que se situent les bouchons, pas à Thionville. Donc je ne pense pas que votre échangeur va constituer une solution en fait à la mobilité. Je pense au contraire qu'elle va l'aggraver et qu'elle va aggraver notre pouvoir d'achat. Je voudrais juste aussi reparler des protections puisque vous en parliez. Il y a des maisons qui sont au bord de la 30 qui n'ont toujours pas de protection. C'est important de le noter. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que si vous voulez sécuriser
traversée de Thionville, il faut arrêter de signer des expansions commerciales de pôles automobiles, de zones green sector. Parce qu'en fait, c'est un tronçon, on le sait tous, accidentogène. C'est une zone où la vitesse est réduite. Donc du coup, on a déjà des bouchons en fait, qui se créent. Le fait d'avoir ces zones commerciales ici n'arrange rien. Je terminerai par dire, ne reproduisez pas l'échec du viaduc qui a coupé Thionville en deux. Celle de mes enfants, celle de tous mes amis, mes voisins, les autres villes, etc. etc. Ça peut aller de la ville voisine à d'autres personnes qui sont beaucoup plus loin, comme Corfen et autres. Vous voulez que j'utilise des mots corrects parce que c'est ça que ça soit bien. Mais après, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ça va mieux comme ça. Après, si les gens ont envie d'applaudir, vous devez les laisser faire. C'est le but d'une concertation, c'est de laisser parler les gens. Ensuite, on m'a proposé, samedi dernier, une visite exploratoire. On m'a pris, mais vraiment pour le plus imbécile de tous, on m'a fait une balade en bus, avec un bus dans un état tellement délabré qu'il a dû polluer 10 fois plus que ce qu'il nous a montré. On ne nous a pas montré tous les détails. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Qui des grands élus que j'ai devant moi va assumer ses responsabilités? Il y en a qui partent en retraite dans pas longtemps, ou qui vont vers d'autres horizons. Vous assumerez vos conséquences par la suite ou pas? D'avoir tué des gens avec la qualité de l'air qui est dégradée. Allez, je reprends une expression que j'ai entendue qui m'a bien plu. À qui profite le crime de l'autoroute payante? Merci monsieur. J'ai pas fini. Il me reste encore une minute. Ouais, je croyais que vous aviez terminé. Du coup, j'aime pas trop le rôle de modérateur comme ça qui coupe la parole. Du coup, je pense aussi que la concertation elle devrait durer beaucoup plus longtemps. Parce que les autres tracés ont eu beaucoup plus de temps pour être étudiés. Tandis que là, on doit le décider en 3 mois avec les fêtes de Noël, entre tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait quand même, je suis désolé de le dire, que les élus qui sont là, les garants, toute la concertation aient les couilles de prendre des décisions avec des études finies, avec des choix sur tous les tracés qui sont complètement débiles parce que ça ne résout en rien la mobilité. Et en plus, moi je voudrais savoir une chose, c'est comment vous allez tuer mes enfants. Qui sera coupable d'avoir tué mes enfants avec la qualité d'air qu'on va rejeter à gauche, à droite du tunnel, en haut, en bas, comme vous le décidez, vous, qui vous n'êtes pas concernés directement, vous n'êtes pas sur notre terrain. Vous venez d'ailleurs et vous venez m'imposer des choses. Moi, je serai le plus vigoureux à me battre contre ça. Que ce soit tunnel, en surface, pour moi, ça ne change rien. En fait, en tunnel profond, je vais être exproprié, pardon. Il va y avoir 8, 9, 10 ans de travaux. Okay. Un tunnelier qui va creuser sous nos maisons. Alors expliquez-moi qu'il ne va pas y avoir de dommages collatéraux. Qui va payer ces dommages-là? Est-ce que ça va être nos assurances habitation? Là-dessus, je ne fais pas beaucoup d'illusions. Est-ce que je vais vendre? Quelle est la bêtise qui va acheter un appartement alors qu'il va y avoir une autoroute qui va passer en dessous? Excusez-moi. Les dommages collatéraux, que ce soit tunnel profond, tunnel de surface, pour moi c'est la même chose. Les travaux dans Florange. Alors là, Florangeois. Alors ça fait 1 mois et demi qu'il y a des travaux sur une route qui fait 400 mètres. C'est déjà la galère. Ça pendant 10 ans, au minimum. Je me demande qui est prêt à payer pour aller travailler. Est-ce que ça va empêcher les bouchons? Et je vais reprendre ce que disait tout à l'heure Chris. À qui profite le crime? Vous apporter quelques réponses et quelques arguments.
Certains nous ont dit, on ne comprend pas, on va avoir une autoroute à 2 fois 3 voies au nord, et puis on arrive sur un 2 fois 2 voies, ça va faire un bouchon. J'entends cet argument, s'il n'y avait que le nouveau tronçon en tunnel. Mais à partir du moment où, arrivant du nord, au bois de l'Étoile, une partie de la circulation prendra l'autoroute nouvelle, notamment les camions qui viendront payer pour la route et l'autoroute qu'ils usent, alors qu'actuellement ils roulent gratuitement. Tous les camions étrangers viendront apporter leur contribution financière à ce projet. Ça, c'est une partie de la circulation. S'il vous plaît. C'est une partie de la circulation. Non, maintenant il faut s'écouter parce que sinon on ne va pas y arriver. Vraiment. Et il y a une autre partie de la circulation qui continuera comme aujourd'hui à aller dans Thionville, vers Yutz et vers d'autres villes. Donc c'est la raison pour laquelle la circulation arrivant du nord sera divisée en deux et que le nouveau tracé en tunnel pourra supporter ce qui roulera à cet endroit-là avec seulement 2 fois 2 voies. Et en arrivant à Sainte-Agathe, on a besoin de retrouver 2 fois 3 voies parce qu'il y aura à la fois ceux qui auront pris le nouvel itinéraire F4 ou F5, et puis ceux qui arrivent de la vallée de la Fenge depuis Longwy et Hayange, ça fait une circulation qui s'ajoute et qui nécessite les 2 fois 3 voies pour aller vers le sud. Voilà ce que je voulais exposer. Quant aux expropriations, on a plusieurs tracés, on essaye absolument de minorer, ça veut dire de faire qu'il y ait le moins possible d'expropriation d'habitation, mais il faut être clair, il n'y a pas d'aménagement sans maîtrise du foncier, ça veut dire sans expropriation, sans appropriation collective de certains biens privés, c'est comme ça que tous les pays se sont construits. Quand vous allez en train de Metz à Thionville, vous prenez une ligne ferroviaire qui a été construite grâce à des expropriations il y a très longtemps. Quand vous partez en vacances dans le midi de la France, c'est grâce à des expropriations qui ont permis de construire des routes. Quand vous avez une station d'épuration, elle a été construite grâce à une expropriation qui a permis de dire il y a un intérêt général, ça veut dire que ça dépasse tous les intérêts particuliers, parce que ça concerne des centaines et des milliers de personnes qui ont intérêt à ce qu'on fasse un équipement public. Alors, pour les personnes qui sont expropriées, c'est évidemment très difficile, je le conçois, mais c'est prévu depuis 1789. Il y a une indemnisation juste et préalable qui est fixée par un juge et qui vient compenser la perte de propriété et la perte de jouissance. Oui, mais on n'en veut pas. Sur l'échangeur du bois de l'Étoile, peut-être? Oui, sur l'échangeur du bois de l'Étoile, c'est vrai que il y a des mouvements qui sont supprimés. C'est parce que la construction d'une autoroute correspond à des normes, à des règles. Quelque part, on marche en terrain qui est très encadré, qui veut aussi limiter l'impact foncier justement du projet, et qui donc finalement, après les mots du monsieur le préfet, qui implique de choisir entre un impact foncier limité, qui donc ne permet pas d'aménager certaines bretelles, et la possibilité, donc, si on élargit, si on bouge encore plus de terre, si on détruit encore plus d'hectares de forêt, si on prend encore plus de foncier, peut-être, en étudiant encore, d'aménager certaines bretelles de sortie. On vous présente donc l'état actuel des études, et la concertation est justement fait pour exprimer ce genre de position. Voilà, ce qu'on peut dire sur l'échangeur, c'est que le travail est à poursuivre, c'est contraint. On sait parce que c'est pas un exercice simple de faire un échangeur, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et que voilà, il faut concilier un peu différents objectifs parce qu'on peut faire quelque chose qui du point de vue routier est fabuleux mais qui va consommer un espace énorme et qui posera des problèmes par ailleurs, mais on voit bien qu'il faut qu'on poursuive les choses et on a bien entendu le message sur la fonctionnalité qui manque et qui convient de rétablir. Voilà. Comme il dit, vous prenez les gens pour des imbéciles. Parce qu'à un moment donné, la mobilité, c'est pas qu'une autoroute. Ils font des parkings de covoiturage qui sont payants, 50 € au mois. Vous trouvez ça normal de faire payer les gens pour aller au travail? Vous ferez un parking, c'est bien moins cher qu'une autoroute. Les gens feraient du covoiturage, il y aurait bien moins de monde sur l'autoroute. Faire des lignes, comme disait tout à l'heure madame, avec des lignes en hauteur, aériennes, c'est peut-être un budget un peu plus
supérieure, mais au moins les gens ne sont pas emmerdés sur la route, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de risque, ça ne gênera personne. Et à un moment donné, la logique, je pense qu'elle va à l'État. Parce que l'État va faire de l'argent sur l'autoroute. Il est là le problème. Et en faisant des parkings pour la mobilité, en faisant des trains ou des lignes supplémentaires, l'argent ne rentre pas dans les poches de l'État. Donc à un moment donné, soit c'est on va dire quelque chose de commercial derrière, en sachant que nous, on a notre vie ici, on vit ici, on se battra pour qu'il n'y ait pas d'autoroute, et dans tous les cas, ça ne changera pas. Donc vous avez beau nous dire ce que vous voulez comme argument à la con, comme il dit, parce que franchement, pour l'instant, les arguments que vous nous donnez... Non mais je vous le dis, parce que les arguments que vous donnez, il n'y en a pas un seul qui est audible, si vous voulez. Il n'y en a pas un seul qui est audible. Parce que vous pouvez exprimer votre point de vue, mais à aucun moment vous pouvez insulter. Pour l'instant, vous nous donnez des choses sur des projets, sur des études qui n'ont pas été faites. Comment vous voulez qu'on décide des choses sur des études et des projets qui ne sont pas décidés? Quand vous aurez des études qui seront correctes, là peut-être on pourra se permettre de se décider. Merci, bonne soirée. Merci, monsieur. Et en fait, lui poser une question aussi, ainsi qu'aux personnes de l'Adréal. Moi, je suis au Luxembourg depuis 1992, donc croyez-moi, les bouchons, je les connais. J'ai eu le temps aussi de passer plus que des minutes et des dizaines de minutes dans ma voiture, parce que quand on part à 7h moins le quart le matin, j'habitais à Étanges-Grande et j'ai 32 km à faire, et qu'à 8h30 je suis toujours pas au bureau, c'est un problème pour l'employeur. Bon. Ensuite, les camions, franchement, il y en a ras-le-bol, parce que sur cette A31, quand on part le matin, qu'on parte à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, il y a tout le temps des poids lourds, tout le temps, sauf le week-end, parce qu'ils n'ont pas le droit de circuler. Donc, une fois pour toutes, obligez-les à aller sur les rails, s'il vous plaît. Ensuite, je voudrais vous poser une question, parce que franchement, ça me taraude depuis un moment que j'entends parler de cette A31 bis. Quand on prend l'autoroute le matin, on est dans les bouchons, on monte vers le Luxembourg, on regarde à gauche, le côté qui descend vers Thionville, il n'y a personne. Il y a 2 voies libres. Alors pourquoi vous ne faites pas un système simple, comme il y a sur la rocade de Bordeaux, ou comme ils ont fait également en Suisse? Et c'est une question que j'avais aussi posée sur votre site. Vous laissez une seule voie pour les gens qui vont sur Metz-Thionville, et l'autre voie, vous la mettez pour les gens qui vont au Luxembourg. Ce n'est plus une autoroute, ça devient simplement une voie rapide, et vous régulez le trafic avec un système de feu. Rouge ou vert. Et dans l'autre sens, évidemment, quand on repart le soir, c'est pareil. Surtout le vendredi soir, on quitte le bureau à 18h. Et moi, ça m'est arrivé à 21h de même pas être encore à la maison. Parce qu'il y a des ralentissements, parce qu'il y a un poids lourd qui s'est renversé ou je ne sais quoi. Et un vendredi soir, ça fait super plaisir en général. Et donc, de l'autre côté, les 2 voies qui montent au Luxembourg, il n'y a personne non plus. Donc, vous faites pareil. Et je pense que ça serait moins de problèmes pour reconstruire encore une fois du bitume, supprimer un morceau de forêt. Enfin, moi je trouve ça hallucinant un peu quand même. Et ça fait 40 ans que j'habite Florange, et j'ai entendu pendant des années qu'il y avait une autoroute qui devait passer, le F4, le F10, et puis bon, la rue des Romains est abandonnée, hein, il n'y a plus personne qui habite dedans. Et là, puis on nous a pondu, une équipe nous a pondu un F5, avec l'espérance d'avoir un échangeur au-dessus, ce qui permettra d'ouvrir des possibilités, d'avoir des entreprises, des commerces, voilà. Donc c'est juste pour ce but-là qu'on ouvre le F5. En plus, c'est le plus impactant, le plus polluant, le plus impactant pour les gens qui y habitent, puisqu'on va détruire les maisons. La forêt, 14 hectares. Donc, je me demande qui a pondu ça et pourquoi. Si, à part avoir un intérêt personnel, je ne comprends pas. C'est comme les terrains les plus pollués de France, hein, derrière, hein, la coquerie. Et il faut dire que quand je suis venu habiter ici, j'étais embêté par la coquerie parce que ça pollue. Donc le jardin, on avait de la poussière noire, tout ce que... Mais on ne disait rien puisque les gens travaillaient, donc il fallait que les gens travaillent. Donc on était bien contents. Mais maintenant tout est fermé. D'accord? Donc on s'est dit, le jardin il est un peu plus propre. On a moins besoin de balayer les allées, tout ce qui s'ensuit. Mais là, pour dépolluer, tu as envie d'avoir Florent, qui est là chez moi. Et donc je me dis, c'est injuste. Ça fait des années qu'on a vu effectuer de la pollution.
tout en sachant que ça va être terrible. Hein. Ça va être des milliers de camions qui vont passer sur les routes, qui vont salir les routes, qui vont abîmer, qui vont nous ralentir. Et je ne vois pas d'intérêt puisque les bouchons sont après comme fun. Donc, voilà. Moi, je fais plus court, ouais, j'ai fait plus court, j'ai fait une 50, mais j'aimerais bien qu'on me réponde. Association INAT. Donc nous avons la chance de pouvoir travailler sur le projet, comme vous dites, lors des réunions COPIL. Travailler est un très grand mot. Parce que quand j'entends on a choisi ensemble, non, on n'a pas choisi ensemble, monsieur le préfet. Vous me connaissez, vous me donnez 3 à 5 minutes à parler. Et quand je dépasse, attention, vite, 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 vite. Et encore le dernier COPIL, j'ai réussi à avoir 2 minutes de plus. Mais alors, c'était vraiment, vous étiez très en colère parce que j'ai demandé 2 minutes de plus de parole. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le préfet? On n'a pas fait de demande qui veut quoi. Vous avez discuté en aparté avec une personne qui est dans cette salle et vous avez décidé l'une et l'autre quel tracé allait rester dans le dossier. Voilà comment ça s'est passé. Et dites pas non, on était là. Donc nous, on est ressortis, on n'a rien compris. En plus, il était midi moins 10, donc on commençait un peu à avoir faim au niveau de l'État. Donc il fallait faire un choix. Donc ça a terminé par plouf, plouf, lequel on garde. Hop, allez. Et on s'est retrouvé avec 2 tracés F5. Et pas une variante F5. Déjà, le F5, on voit déjà depuis qu'il est rentré dans le dossier, qu'il est orienté. Tous vos impacts que vous mettez dans le dossier, en fait, ils ont changé. Nous, on travaille sur le dossier depuis 2 ans. On a sorti le dossier de la concertation à l'époque. Tous les impacts par rapport au F10 ont changé. Ils sont devenus verts. Ils sont devenus rouges. Et le tracé F5, où on n'a rien, on n'a aucune étude, vous avez mis des couleurs. Alors déjà des couleurs, et en plus on n'a pas la force de l'impact. Déjà, ça c'est une autre chose. Là ce soir, dans la soirée, on a essayé de parler des impacts. Quand vraiment ça devenait dangereux et qu'on a vraiment parlé des vrais impacts et de la vraie volonté des Florangeois d'avoir des réponses, vous avez coupé la parole et vous avez parlé des tunnels. Pour faire quoi? Pour nous faire passer le tunnel en disant c'est la solution sur Florange. Non, on n'en veut pas. Le tunnel, ça va être détruit. Florange. Ça va détruire Florange et nous n'en voulons pas. Et vous savez très bien que ce dossier, ce contournement ne marchera pas. Vous le savez, il y a l'Observatoire des mobilités transfrontalières qui le dit, que ce projet est inutile. Et vous avancez ce projet, vous êtes dans votre communication et vous dites, c'est juste une question de choix de tracé. Non, le projet est inutile. Nous avons eu la visite exploratoire où là a été tronqué au niveau du F5, bien sûr. Alors après notre demande, bien sûr, messieurs les garants ont demandé à ce que soit de nouveau une visite exploratoire. Mais il faut pour faire quoi? Pour voir à quelle sauce vous allez nous manger, parce que vous avez décidé de manger Florange. Elle est passée sous ma rue, sur l'avenue des Tilleuls, qu'on n'est même pas au courant. Je viens d'arriver au mois d'avril, je suis même pas au courant qu'il va y avoir un tunnel sous ma rue. Je suis au courant de rien. Je comprends pas ça normal, surtout que je suis dans la rue là. Voilà. Des transports à Thionville et dans la Fench, essentiellement des travailleurs frontaliers. Je voulais faire une remarque et poser une question. Sur la remarque, elle portait sur la présentation qui nous ont été faite par les agents du ministère de l'Environnement sur les tunnels. Et il y a un slide, alors ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je crois que vous avez probablement fait erreur. C'est-à-dire que vous nous avez indiqué que l'impact du point de vue de la pollution sur les tunnels était complètement identique dans une situation où les voitures seraient à ciel ouvert. Mais ce que vous ne prenez pas en compte, c'est la construction du tunnel. Et j'ai l'impression que dans l'ensemble du projet, c'est ce qui n'est pas pris en compte. Le fait de construire un tunnel, que ce soit avec une excavatrice ou je ne sais pas quoi, on balance du béton, on balance du CO2. Donc en fait, quand on construit, on pollue. C'est une réalité.
sur la question, en fait, j'avais un brin d'optimisme en entendant le président de la République nous parler de certaines villes qui vont être équipées de RER. Alors ici, on en a carrément besoin. Et puis alors, je vais repartir très content parce que j'ai entendu le 8 décembre 2022, le préfet de la Moselle nous indiquait qu'il serait possible donc de mettre davantage de monde dans les trains si on passait à 2 fois 2 voies. Et puis alors, j'avais lu dans la presse que le président de la SNCF chiffre ça sur l'ensemble de la France à peu près 100 milliards d'euros. Il nous dit, avec 100 milliards d'euros, je remets le train à niveau. Pour la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, ça équivaudrait à 2 milliards d'euros. Et 2 milliards d'euros, peu ou prou, bah, c'est ce qui est prévu pour l'autoroute. Donc un dernier constat, c'est que je parlais de travailleurs frontaliers, le Luxembourg, les voitures, il n'en veut plus. Ça se voit. Ceux qui se garent à Luxembourg, bah, vous voyez le prix des places, c'est devenu prohibitif. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une politique qui est mise en œuvre. Tout simplement, ils ne veulent plus de voitures. Parallèlement, ils font du transport en commun, de plus en plus efficace, de plus en plus cadencé, et puis gratuit. Eh bien, si l'État fait le même constat, c'est-à-dire si l'État se dit, mon partenaire au Grand-Duché, bah, il ne veut plus des voitures. Pourquoi persister à mettre de l'argent pour leur emmener davantage de voitures qui sont à nous? Voilà, je laisserai en plus du temps pour le vote. 2 questions. En fait, je voulais savoir si les élus avaient déjà pris le bus à plusieurs horaires différents et avaient constaté ce qui se passait vraiment sur les routes. Parce que ce qui pose aussi beaucoup de problèmes dans les bouchons, c'est les accidents. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accidents? Pas forcément parce qu'il y a beaucoup de voitures, mais parce que les gens sont sur leur téléphone. Donc ça, est-ce que vous faites de temps en temps le voyage? À 8h, 6h, 9h. Faites-le pour avoir une réelle vision de la chose. Et ensuite, monsieur le préfet, tout à l'heure vous disiez qu'il fallait exproprier pour pouvoir avancer. Donc, vous avez un parti, je suis désolée. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Il y a plein de gens qui sont témoins. Vous avez dit que si on pouvait aller dans le sud, c'est parce qu'il y avait des expropriations. Donc est-ce que ce que vous nous avez dit là, c'est parce que... Est-ce qu'il faut des expropriations pour pouvoir avoir une fluidité pour aller vers le Luxembourg? Merci. Expropriation, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Alors que... déjà, est-ce que vous avez fait un tour sur ce tronçon-là déjà? Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des écoles à proximité des crèches? Ah, vous le savez? Et c'est pas un impact, ça? Je sais pas. Parce que comme j'ai cru entendre... parce que là, il y a tellement de choses, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a tellement d'idées, mais vous n'avez pas abordé les sujets principaux. Apparemment, il y a un problème, on veut juste le déplacer, et le reste, on s'en fout, on fera au mieux. Mais franchement, c'est un truc de malade, je comprends pas. Après, il y avait l'histoire des crèches, ça j'aimerais bien savoir. Il y a une école primaire, une école maternelle, ouais. Et ne serait-ce que la 30, elle commencerait où? Parce que le tronçon A30, ok, mais où exactement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un tracé qui est bien défini, parce que le maire du Cange, lui, il s'en tape complètement. Il m'a dit, ça va commencer par la 30. Il m'a dit, je peux pas te dire où exactement, mais ça va. Le tracé, j'ai l'impression, il est défini, et on nous fait miroiter des tracés, des machins. La coquerie, j'y ai travaillé. Alors, passer par la coquerie, c'est impossible. Moi, j'y crois pas du tout. Parce que dépolluer une coquerie, un site Céveso, les galeries, mais vous avez fait un tour dans une coquerie ou pas? J'ai l'impression que vous découvrez. J'ai travaillé 10 ans, je suis pas vieux, je suis pas un ancien, mais je sais qu'il y a des départs en retraite, il y a des projets qui se profilent dans les Pyrénées et tout. Et nous, on va rester ici. Je viens d'acheter ma maison. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, j'attends un 2e enfant. Je suis dans ma terrasse, déjà. Et après, ouais, le désagrément aussi au niveau du bruit. Ils sont venus, le désagrément chez moi, il a déjà commencé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont posé demandé à Sadek, j'ai envoyé des photos, il peut vous les montrer. Des capteurs, ils m'ont dit, vous êtes au-delà des seuils. Les seuils, vous les avez ou pas? Il y a des seuils, il y a une réglementation en France, non? On peut pas habiter à certains... Il y a des limitations à respecter. Je suis déjà à la limite, de la limite du seuil. Alors, on va faire comment? On va faire des murs anti-bruit? Il faut être clair, précis, apporter des vraies réponses. Et depuis tout à l'heure, vous en avez apporté aucune. Vraiment aucune. Je suis désolé, mais aucune réponse. Et les gens, ils n'en veulent pas de ce projet. Alors, franchement, il y a tellement de choses, mais bon, je vais parler dans le vide. Dans le vide. Franchement, dans le vide. Je préfère que quelqu'un profite des 35 secondes là pour râler, parce que franchement, moi... Non, je pense...
probablement des protections acoustiques pour protéger les riverains qui y habitent, l'école, la crèche. Voilà. Si on sait s'écouter, ça peut être une chose qu'on entend. Sur les bouchons et sur la pollution, c'est pas le fait de construire une autoroute qui crée de la pollution, ça dépend combien de véhicules passent dessus. Ce sont les bouchons actuels sur l'autoroute actuelle qui créent de la pollution. Et je pense aussi aux milliers, voire 12, 15 000 véhicules qui passent chaque jour dans certaines rues à Florange. Des gens qui viennent de la vallée de la Fensch, du haut de la Fensch, et qui ont besoin de prendre l'autoroute pour aller vers le Luxembourg. Et ceux-là, ils passent sous vos fenêtres, à Florange, tous les jours. Et voilà ce qui se passe aussi. Il faut comparer l'existant avec différents projets. Et de toute façon, certains ont parlé de décision, il n'y a pas de décision, on est en concertation. Il y a un projet avec des variantes, et c'est pour éclairer le choix entre ces variantes que cette concertation est réalisée. Mais plus elle est calme et plus on sait s'écouter, meilleures les argumentations seront. Je crois qu'il y a eu une question sur les voies à contresens, et je laisse la place à ceux qui connaissent mieux la technique que moi. Oui, non, mais effectivement, on peut comprendre que quand on a une autoroute comme la 31 qui est très empruntée dans un sens et pas du tout dans l'autre, donc voilà, ça dépend à certaines heures, pourquoi finalement on ne pourrait pas utiliser? Alors, je dirais, il y a un exemple, moi, que j'ai en tête, c'est celui de la route du littoral à La Réunion, où il y avait aussi ce même type de sujet, et on a essayé de mettre en place un dispositif pour élargir, c'est-à-dire utiliser une voie supplémentaire quand c'était très chargé dans un sens et une autre voie dans un autre. Bon, après, il faut qu'il y ait quand même une séparation physique, parce que c'est... le retour d'expérience n'a pas été bon, quoi, voilà. Je le dis, c'est le problème de ces voies. Enfin, une route, ben voilà, on roule. Il faut quand même que ce soit un environnement qui soit compréhensible pour le conducteur, pour des questions de sécurité routière. Si on voit quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, ben, il peut y avoir des réactions un peu bizarres. Et voilà, donc ça serait ça. C'est sûr que ça serait bien de se dire, il y a deux voies qui sont très peu utilisées, on en met une de plus, mais ça ne marche pas avec un système autoroutier. C'est-à-dire ne rien faire, ou reprendre tout à zéro, ou faire autrement. Je connais les mots. Donc de toute façon, excusez-moi, mais dire de rien faire ou reprendre tout à zéro mérite un peu mieux qu'une déclaration de 3 minutes. Et ça, c'est là où je voudrais introduire cette idée de cahier d'acteurs, dont nous parlons sans cesse. Qu'est-ce qu'un cahier d'acteurs? Eh bien, c'est un groupe de personnes déjà constituées, votre association par exemple, ou de fait, de riverains d'un lotissement ou d'un morceau de quartier, qui se réunissent, qui regardent les plans et qui argumentent sur les propositions, qui répondent à les propositions qui sont faites, qui dénoncent les aspects qu'elles ne veulent pas entendre et qui font des propositions. Ces cahiers d'acteurs, je vous en donne la garantie, dès lors qu'ils existeront, nous les publierons, non seulement sur le site, mais vous aurez la possibilité d'en avoir la distribution publique en même temps que nous avons la distribution publique du projet qui est présenté par l'Adréal. Voilà ce que je voulais vous garantir. Nous ne sommes même pas à mi-chemin de ce processus. C'est long, c'est fatigant. On savait que le rendez-vous de Florange était un rendez-vous difficile. Et nous reviendrons à Florange dans quelques semaines. Nous reviendrons à Florange pour reprendre, s'il vous plaît, d'autres aspects du problème, parce qu'il faut pouvoir avancer. Et c'est comme cela qu'à la fin, j'espère que la frustration que quelques-uns d'entre vous connaissent ce soir n'existera plus et que vous aurez le sentiment d'avoir pu dire tout ce que vous aviez sur le cœur sur ce projet. Merci. Merci à tous de votre participation. Et le pot de l'amitié.